Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charles, je suis conseiller chez HomeGrade. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle série de webinaires. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore HomeGrade, HomeGrade est le centre de conseil et d'accompagnement sur le logement en région bruxelloise. Nous proposons en particulier divers accompagnements dans le but de les conseiller au mieux dans leurs projets de rénovation. Grâce aux subsides régionaux, tous nos services sont gratuits. N'hésitez donc pas à nous contacter par mail ou via notre formulaire de contact que vous trouverez sur notre site web. Vous pouvez aussi passer nous voir en chair et en os au point info situé place Quetelet numéro 7 entre les métros Madou et Botanique sur le site de l'ancien observatoire d'astronomie. Je vous invite également à consulter notre site web car nous mettons à votre disposition toute une série de brochures thématiques et de fiches infos autour de la rénovation de l'habitat. Vous y trouverez par exemple notre synthèse des primes 2024, des fiches infos concernant les primes Rénolution comme la liste des documents utiles ou la procédure pour les copropriétés et même un tutoriel pour vous aider pas à pas lors de votre demande. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, vous pourrez y retrouver d'ici quelques jours cette présentation ainsi que les différents webinaires que nous avons déjà réalisés. Alors voilà, il y a quelques années, j'ai eu la chance d'acheter une jolie maison bruxelloise et comme souvent, un certain nombre de travaux étaient nécessaires. Conformité électrique, amélioration de la performance énergétique, réfaction de la salle de bain. Pour toute une partie des travaux que j'ai réalisés, il était possible de demander des primes régionales, aujourd'hui appelées primes Rénolution. Et même s'il est vrai que la réalisation du dossier de prime nécessite la compilation d'un certain nombre de documents et autres attestations, cet incitant financier m'a permis d'aller plus loin dans mes travaux de rénovation. Vous êtes particulier ou une copropriété sans syndic professionnel et vous envisagez de réaliser des travaux afin de vous faire gagner du temps, HomeGrade a réalisé de nombreuses publications sur les aides régionales. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à Louise Pijolet et Laurence Lissoire, deux très chouettes collègues de chez HomeGrade, qui nous parleront des primes Rénolution et nous donneront tous les conseils pour préparer au mieux son dossier de demande de prime. Louise, Laurence, la parole est à vous. Merci. Merci Charles. Je vous en prie. Comme Charles l'a très bien dit, l'objet du présent webinaire est vraiment de se concentrer sur des éléments qui vous aideront à préparer au mieux un dossier de demande de prime Rénolution. Donc, pour ce faire, on va s'attarder sur différents points. Donc, d'abord, un bref rappel de notre rôle de façon spécifique par rapport à tout ce qui est incitant financier. Comme Charles a dit, on a un centre d'info et d'accompagnement sur plein de matières en matière de logement. Aujourd'hui, on va recentrer pour savoir en quoi vous pouvez faire appel à nous ou pas pour les questions liées aux primes. S'en suivra évidemment un résumé du régime des primes Rénolution pour contextualiser un petit peu la chose. Et puis, on prendra le temps vraiment de s'attarder sur 15 points qu'on a identifiés sur base de nos retours d'expérience, des échanges avec l'administration, comme étant vraiment essentiels à avoir en tête pour être vraiment armé au mieux avant de se lancer dans les démarches administratives de demande de primes. On prendra aussi le temps, évidemment, de vous présenter les endroits où vous pouvez obtenir de l'aide et le type d'aide que vous pourrez obtenir avant de prendre le temps de répondre aux questions que vous auriez posées ici dans la barre de fonctionnalités et que Charles nous retransmettra. Pour commencer tout de suite, donc, ce que nous faisons ou pas dans le cadre des primes Rénolution. Déjà, le premier point sur lequel on tient à insister ici, qui a déjà été abordé par Charles, c'est que HomeGrade est là pour aider les particuliers. Toute personne qui est professionnelle, architecte, syndic professionnel, peut s'adresser au facilitateur bâtiment durable, qui est un service qui est aussi gratuit, mais un helpdesk de Bruxelles Environnement. J'ai aussi gratuit parce que nos services sont en effet bien gratuits. On donne des infos, des conseils et on accompagne les demandeurs dans tout ce qui est lié à différentes matières. Et pour les incitants financiers, ça va être les primes Rénolution et le crédit éco-réno. Vu que ce webinaire parle des primes Rénolution, si vous avez des questions par rapport à ce fameux crédit, vous pourriez toujours nous les poser, mais via alors nos canaux de contact traditionnels. Ici, on se concentre sur les primes. Alors, vous voyez aussi sur ce slide vraiment nos balises principales. On va vous donner des informations en matière de primes. On peut aider à la préparation de la demande, donc en listant les documents nécessaires, en les vérifiant. Pour les personnes qui sont en fracture numérique aussi, on a un service particulier qui vise à introduire la demande avec la personne. Par contre, ce qu'on ne fait pas, c'est la simulation du montant des primes. Il y a un outil qui existe déjà, qui est très bien en ligne. On ne fait pas les contacts avec l'entrepreneur. On ne va pas envoyer une demande de prime à la place de la personne. L'idée, c'est pas de déresponsabiliser les gens dans leur processus. Au contraire. On n'est pas en mesure non plus de donner des informations sur un dossier qui serait déjà introduit, puisque nous ne sommes pas les administrations en charge du traitement et des décisions en matière de primes. Ça, c'est vraiment Bruxelles Environnement et Urban Brussels. Donc, une fois que votre dossier est introduit, c'est entre leurs mains et c'est avec ces administrations alors qu'il faut échanger.
Pour ce qui est des primes Rénolution, en bref, pour les personnes qui n'auraient pas encore entendu parler ou un petit rappel, ça fait toujours du bien. Il faut savoir que c'est le résultat de la fusion entre des anciens systèmes qui reprenaient les primes énergie, les primes à la rénovation. Et depuis le 2022, ils ont été harmonisés dans le système des primes Rénolution. Tout se retrouve sur un site web unique, renolution.brussels, qui est en français et en néerlandais. La règle est que la demande de prime doit se faire uniquement en ligne. Il n'y a plus de possibilité de faire une demande par format papier ou par email. Et c'est sur Irisbox, la plateforme de la région sur laquelle vous vous connectez avec Itsme ou votre carte d'identité. La demande de prime doit se faire après les travaux. Il y a une liste dans tout 42 primes. Et on tient aussi à préciser, donc ce n'est pas forcément un droit, ça reste un incitant financier, ça porte bien son nom. Donc ne construisez pas tout votre projet de rénovation uniquement sur la motivation des primes. Il faut vraiment que ce soit une motivation parmi d'autres. Ces primes vont vraiment des travaux purs d'amélioration énergétique à d'autres travaux liés à l'aménagement intérieur. Donc, vous voyez qu'il y a une grande variété de postes subsidiables. Simplement, leur accessibilité vont varier en fonction du profil du demandeur, du type de bien. Ça va être abordé beaucoup plus en détail par la suite. Ici, simplement, on tient aussi à vous montrer un petit peu l'idée de processus, vu que la demande de prime, ça reste une démarche qui doit s'inscrire dans le processus de rénovation de votre bien. L'idée, c'est que vous faites les travaux, vous obtenez les différentes factures, dont la facture finale, vous payez au fur et à mesure, et puis vous pouvez demander la prime dans les 12 mois de la facture de solde. Et ce, après quoi, l'administration a 90 jours pour vous transmettre une décision. Ça va être un octroi, un refus ou éventuellement un incomplet. Ça va être le cas de l'incomplet s'il manque un document. Là-dessus, on a déjà un premier conseil qui va être de privilégier d'envoyer une demande de prime, même si vous n'êtes pas certain qu'un document soit suffisamment complet, mais dans les délais. Parce que si vous vous attendez et que vous voulez introduire votre demande avec un dossier tip-top parfait, mais hors délai, vous aurez simplement un refus, parce que le délai de 12 mois est catégorique et non flexible. Et enfin, ce qui intéresse beaucoup de gens, c'est une fois que vous avez introduit la demande de prime et reçu une décision d'octroi, l'administration a 2 mois pour verser l'argent sur votre compte. Évidemment, c'est toujours dans les limites du budget disponible. C'est en ça que je vous disais aussi qu'il était important de ne pas considérer la prime comme un dû, vu qu'il y a toujours des limites et la possibilité, malheureusement, de ne pas avoir son argent, de l'argent qui revient dans nos poches. Et ce slide-ci, c'est vraiment pour attirer le focus et l'idée que vous pouvez vraiment anticiper, même si la demande de prime se fait après travaux, il y a plein d'étapes qui peuvent être faites dès le début, par exemple au moment du devis, avec l'identification des primes, les rectifications, le cas échéant. On peut vous aider là-dessus. Donc, ce n'est pas parce que la demande se fait après travaux que vous devez commencer à vous questionner sur les primes et vous renseigner après travaux. Vous pouvez très bien anticiper, ce qui est probablement le cas de nombreuses personnes qui assistent à ce webinaire. Voilà. Une fois le contexte installé, donc nous avons pu, comme je le disais au début de la présentation, identifier des points d'attention. On va se limiter à 15 parce que vous allez voir, ça va être très dense déjà. Mais c'est vraiment les points qu'on a vus après des échanges avec les administrations et les retours de terrain. C'est des questions qui reviennent très souvent chez nous. Et donc, on pense qu'il est important que vous ayez ces points-là en tête pour être équipé au mieux dans votre demande de prime. Le premier point, c'est de commencer par obtenir des devis détaillés de la part des entreprises. Un devis détaillé, c'est un devis qui reprend vraiment pour chaque poste une description technique, une quantité, un prix unitaire, un prix total, aussi le taux de TVA qui sera appliqué dans le cadre de votre chantier, mais aussi des informations administratives. On poste notamment un devis qui précise bien l'adresse de chantier. Si vous êtes propriétaire bailleur, il faut déjà voir que c'est bien compris que le chantier ne sera pas à votre adresse à vous, mais l'adresse du bien dont vous êtes propriétaire bailleur. C'est aussi l'occasion d'avoir déjà le numéro de TVA de l'entreprise et de vérifier que c'est bien un numéro de TVA belge et vérifier certaines choses par rapport à l'entreprise sur le site de la Banque Carrefour des entreprises. Et vous voyez ici, on a mis un exemple qui peut paraître pourtant suffisamment détaillé, mais le devis que vous voyez associé au petit logo interdit, en fait, il est certes détaillé, mais on a un prix global. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche vraiment à éviter, même de manière générale. Et en matière de primes, il faut aussi avoir vraiment un coût ventilé. C'est une expression qu'on va beaucoup utiliser qui vous permettra déjà de voir plus clairement quel poste va vous coûter combien. Ça vous aidera à analyser plus facilement les devis. Et pour tout ce qui est prime, c'est vraiment des précisions qui sont exigées par les administrations de toute façon, notamment parce qu'elle va calculer le montant de la prime sur les coûts éligibles du poste en question.
Et je laisse la Alors, parole à Laurence. pardon, merci Louise. Alors, ce deuxième point, effectivement, toujours dans cette logique d'anticipation, c'est bien sûr de regarder auprès des services de l'urbanisme de votre commune et vérifier si oui ou non vos travaux nécessitent ou pas l'introduction d'un permis d'urbanisme. Donc, certains travaux, l'isolation de votre toiture, de votre façade, pourraient faire l'objet d'un permis. Si ce permis s'avère être nécessaire et pardon, ne demande pas l'intervention d'un architecte, vous pouvez bien sûr faire appel à HomeGrade pour tout cela. Je vous invite d'ailleurs à consulter la super fiche info réalisée par le pôle urbain pour avoir une idée plus précise sur cette question qui reste vraiment épineuse. N'oubliez pas enfin que quand vous faites des travaux dans votre logement, certes, vous pourriez devoir aussi demander l'accord à des copropriétaires pour ces travaux ou encore à votre voisin, car si vous souhaitez isoler votre mur, de pignon, c'est aussi un mur pour lequel votre voisin doit signer son accord sur une convention d'empiètement. Donc vérifiez cela avant, c'est vous éviter des ennuis après. Le troisième point sur lequel on va attirer votre attention, c'est vraiment, on parle souvent de demandeur. La logique pour les primes Rénolution, c'est vraiment le demandeur, c'est le ou la destinataire des factures. C'est important d'avoir ça en tête parce que c'est aussi le profil du demandeur qui lie les primes qui sont disponibles et les catégories de revenus. Ça, j'aborde juste au slide suivant. Ici, l'idée, c'est de vous présenter brièvement les différents profils qui existent. Donc, vous voyez qu'on s'attarde sur les particuliers vu que c'est notre public cible. Vous pouvez être propriétaire du bien, locataire, être copropriétaire volontaire ou fortuit. Amphithéâtre, on ne va pas creuser, c'est très spécifique. Il y a moyen de faire une demande de prime au nom d'une copropriété quand on est syndic non professionnel. Et le dernier point, c'est aussi un cas spécifique du copropriétaire qu'on va aborder plus loin. Pour ce qui est du propriétaire, vous voyez qu'après, on peut affiner son statut. On est soit de propriétaire occupant, soit de propriétaire bailleur. Ce statut s'apprécie au moment de l'introduction de la demande de prime. Donc, si vous êtes en train de faire des travaux de rénovation et que vous ne pouvez pas encore emménager ou vous domicilier dans le bien, c'est aussi pour ça qu'il y a un délai de 12 mois pour faire la demande. Ça vous laisse le temps de vous mettre en ordre administrativement, pour pouvoir faire la demande avec le statut correct. Ici, je voudrais aussi aborder donc les points un peu plus particuliers pour lesquels on a beaucoup de questions. C'est le propriétaire en indivision et le copropriétaire volontaire ou fortuit. Concrètement, les propriétaires en indivision, c'est quand plusieurs ménages ont un droit de propriété ou une part du droit de propriété sur un même bien. On parle de plusieurs ménages pour distinguer vraiment les époux, par exemple, qui vont acheter ensemble leur appartement. Le cas le plus récurrent, c'est des personnes qui ont hérité d'un bien lors du décès d'un proche. Pour les copropriétaires volontaires ou fortuits, en fait, le copropriétaire fortuit, c'est un peu la même chose que l'indivision. Le copropriétaire volontaire, ça va être plutôt quand les ménages ont décidé en fait d'acquérir ensemble un bien. Là, vous voyez qu'il y a une distinction que c'est présenté sous deux éléments différents, simplement parce qu'il y a un cas où vous allez occuper le bien, un des ménages va occuper le bien en question, et un autre cas où l'un des ménages ne va pas occuper le bien en question. Ça a un impact pourquoi? Pour la catégorie de revenus. Donc, si la demande de prime est introduite au nom d'une indivision parce que les factures sont adressées à l'indivision, la catégorie de revenus, donc le montant de la prime, sera catégorie 1, donc le montant le moins élevé. En revanche, si vous êtes un copropriétaire volontaire ou fortuit et que vous occupez le bien, la catégorie de revenus sera déterminée en fonction des revenus de votre ménage. Donc, c'est en cela surtout qu'il y a une différence. Il faudra aussi joindre l'accord des copropriétaires. Vous voyez aussi avec cet extrait de notre synthèse des primes que selon le profil du demandeur, certaines primes sont accessibles ou pas. Toutes les primes sont accessibles aux propriétaires occupants, par exemple. En revanche, si vous êtes propriétaire bailleur, vous n'avez pas accès à l'ensemble des primes. Sur la même logique, une fois que vous avez établi votre profil de demandeur, il faut aussi voir le profil de votre bien, puisque pour le système des primes Rénolution, il faut introduire une demande de prime en fonction du bien concerné. Donc, soit vous voyez ici sur la slide, vous pouvez choisir la maison unifamiliale. Ça, ce n'est sujet à aucune interprétation ni erreur. Tout y est considéré comme privatif et vous avez donc un budget de 50 000 euros disponible sur 10 ans pour ce même bien. Ensuite, là où cela peut porter à confusion, c'est effectivement sur le choix de partie d'immeuble ou totalité d'un immeuble. Donc, vous voyez ici, partie d'immeuble, on entend bien dans la majorité des cas un appartement, où effectivement les travaux donc seront considérés comme privatifs et sur la même logique, vous aurez aussi ce plafond de prime de 50 000 euros sur 10 ans. Maintenant, la totalité d'un immeuble, là nous avons mis que c'était pour toutes les parties communes et donc sont jugées communes tout ce qui est
inscrit tel quel dans l'acte de base. Si vous êtes propriétaire unique, évidemment, vous n'aurez pas d'acte de base et donc, de manière globale, il faut considérer tous les travaux d'enveloppe, la toiture, les façades, l'isolation de vos sols, planchers, etc. J'attire votre attention sur un point particulier qui nous amène beaucoup de refus de dossiers. C'est effectivement le cas du propriétaire unique qui a remplacé tous ses châssis en ayant obtenu toutes les autorisations urbanistiques nécessaires, bien sûr, et si elles étaient nécessaires, qui a remplacé donc tous ses châssis en façade arrière, qui a introduit une seule demande de prime afin de bénéficier du bonus travaux, par exemple, avec son isolation de toiture et son isolation de façade, et qui a un refus, tout simplement pourquoi? Parce que on lui dit de scinder ses demandes par appartement. Les châssis, typiquement, demandent de faire une demande par appartement et non pas sur la totalité de l'enveloppe. Donc, vous êtes propriétaire unique d'un immeuble avec 3 appartements, vous aurez 4 demandes à faire, une pour l'enveloppe et une pour chacun des appartements concernés par les remplacements de châssis. Justement, pour le propriétaire unique, donc pour juste éclaircir, c'est vraiment le nom qu'on donne à la personne ou au ménage qui est propriétaire de l'ensemble d'un immeuble de rapport, et souvent dans le cas où il ou elle occupe un des logements. Sinon, c'est propriétaire bailleur. Et comme disait Laurence, pour les travaux liés aux parties privatives, il faut faire une demande par appartement. Les châssis sont l'exemple typique. C'est un cas assez spécifique sur lequel on voulait passer du temps aujourd'hui aussi, parce que, pareil, on a pas mal de refus et c'est pas forcément ça ne coule pas forcément de source pour les personnes qui sont dans ce cas-là. Donc concrètement, s'il y a des travaux sur l'enveloppe pour lesquels vous voulez demander une prime, il y a plusieurs points à savoir. D'abord, l'administration ne va pas considérer qu'il y a des parties communes, parce qu'au sens juridique du terme, on a des parties communes que quand il y a plusieurs propriétaires. C'est le cas typique des copropriétés à Bruxelles, où vous êtes propriétaire de votre appartement, et en fait, vous êtes en copropriété, et vous avez une quote-part pour tout ce qui est lié à l'enveloppe. Là, si vous êtes le seul propriétaire, ça n'existe pas juridiquement. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous ne demandez que des primes liées à l'amélioration énergétique, c'est-à-dire les primes qui ne sont pas marquées d'un astérisque bleu dans notre synthèse. Dans ce cas-là, vous pouvez faire la demande en tant que propriétaire de la totalité d'un immeuble et vous aurez ces primes-là dans leur entièreté. Soit vous demandez des primes également liées à la rénovation pure. Je vais appeler ça comme ça. C'est celles qui sont identifiées par un astérisque dans notre synthèse. Dans ce cas, la seule façon d'avoir une demande de prime qui est acceptée, c'est d'introduire la demande en tant que propriétaire occupant d'un appartement, le vôtre, et de stipuler la surface que vous occupez. Et de la sorte, l'administration va en fait proratiser le montant des primes en fonction de la surface que vous occupez. Puisque vous le voyez aussi ici sur cet exemple, les primes pour lesquelles il y a un astérisque ne sont pas accessibles à tous. Elles ne sont accessibles que dans la mesure dans laquelle vous êtes un propriétaire occupant. Et donc, c'est en ça qu'il y a cette logique de proratisation. Un autre cas particulier, c'est celui de la copropriété. En effet. Alors, en qualité de copropriété, vous aurez tout d'abord 2 conditions administratives à respecter. La première, c'est d'avoir donc une ACP, une association des copropriétaires, qui est enregistrée sur la Banque Carrefour des entreprises. Une fois que cette condition est réalisée, il vous faut avoir une deuxième condition, c'est d'avoir une personne qui est inscrite dans la fonction de syndic, toujours sur ce même site. Ce n'est pas obligatoirement quelqu'un de professionnel. Vous pouvez faire ça à titre bénévole. C'est un des copropriétaires qui peut se charger de cette responsabilité, aucun problème. Si vous avez ces 2 conditions, vous pourrez effectivement introduire votre demande de prime à la rénovation. Maintenant, il existe une exception. Certaines copropriétés ont une dérogation aux obligations de la copropriété dans leur acte de base. C'est la seule solution, c'est la seule exception qui vous permettra donc de quand même faire la demande en copropriété, mais vous devrez évidemment, dans tous les cas, joindre cet acte de base pour qu'on vérifie l'existence de cette dérogation. J'attire aussi votre attention sur le fait que si ce n'est pas le cas au moment où vous introduisez votre demande, cette demande sera refusée. Maintenant, si vous avez commencé des travaux et que vous êtes encore dans le processus des travaux, vous pouvez toujours vous mettre en ordre. Il faut que vous soyez mis en ordre au moment de votre demande de prime. Je vous renvoie à ce sujet à une excellente fiche réalisée par notre pôle copro sur l'enregistrement de son ACP et celui du syndic qui est vraiment clair et limpide. Vous aurez aussi d'ailleurs, si vous êtes sur le même onglet sur notre site, accès à une fiche pour les primes résolution en copropriété. Autre cas qui peut s'avérer quand même utile aussi pour les copropriétés où malheureusement le syndic est un peu défaillant ou un peu en manque d'action.
D'accord. Vous avez la possibilité de d'obtenir un mandat pour introduire la demande de prime. Ce mandat est disponible sur le site de renolution.brussels. Vous devez évidemment ici, donc c'est ce qui est inscrit sur notre slide, avoir le mandant, donc le syndic enregistré, qu'il soit professionnel ou non, qui donne donc mandat à un des copropriétaires, d'accord, afin de faire cette demande de prime. Il faudrait bien entendu que la personne qui est mandatée pour faire cette demande de prime ait été choisi via un PV d'Assemblée générale pour endosser ce rôle. Une fois que ce document est signé par les deux parties, le copropriétaire qui est chargé d'envoyer la demande de prime peut tout simplement se connecter sur copropriété syndic non professionnel. Alors, pour poursuivre avec les points d'attention, là, on a fini avec tout ce qui est statut du demandeur. Si on se focus sur tout ce qui est travaux et primes, ici, il est important aussi de savoir qu'il y a des primes qui sont vraiment ce qu'on a appelé les primes connexes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être demandées seules. C'est important, pourquoi? Parce que des fois, vous pouvez demander cette prime, vous avez fait des travaux qui sont éligibles, mais vous vous retrouvez devant le formulaire en ligne et vous oubliez, ou des fois, on n'y pense pas, ou on s'en rend compte plus tard, de cocher vraiment la prime en question. Nous, on voudrait vraiment que les gens puissent éviter cet écueil parce qu'une fois que c'est oublié que la demande est transmise et qu'elle est en cours de traitement, il est plus possible d'aller demander cette prime de façon isolée. Ça va être le cas de la prime A2 pour tout ce qui est études acoustiques, qui est à demander vraiment conjointement aux primes liées à l'isolation acoustique des façades ou des planchers. L'idée, c'est vraiment, vous avez fait réaliser une étude acoustique et puis sur base de cette étude, vous avez réalisé des travaux. Vous demandez une prime résolution pour les travaux en question. Ben, c'est l'occasion de demander cette prime connexe qui est liée à l'étude réalisée antérieurement. C'est exactement la même logique qui s'applique pour la prime A4 pour le suivi d'architecte, ingénieur ou expert façade. En plus, cette prime-là, c'est vraiment un pourcentage du montant des primes demandées en lien avec le suivi qui a été réalisé par le prestataire qui active, on va dire, cette prime. Donc, il faut vraiment aussi la demander de façon conjointe avec d'autres primes. Et de ce fait, il y a aussi une petite exception entre guillemets qui est prévue, c'est imaginons vous faites venir un ingénieur en stabilité chez vous, puis vous faites des travaux de stabilité. Vous pouvez introduire votre demande tant que c'est dans les 12 mois de la facture de solde pour les travaux de stabilité, même si la dernière facture de l'ingénieur en stabilité a plus de 12 mois. Parce que souvent, il faut un certain délai, on fait les études, puis il faut le temps de lancer le chantier. Donc, c'est une des exceptions, vu que c'est inclus dans une demande de prime plus globale. La prime A5 pour le certificat PEB, ici, c'est pas forcément que c'est une prime connexe, mais c'est qu'elle est obligatoirement aussi à demander avec d'autres primes, puisque il y a une règle générale qui vise à ce que vous ne puissiez pas obtenir une prime si le montant calculé de celle-ci n'atteint pas les 250 euros. Donc, dans une même demande de prime, il faut atteindre au moins 250 euros de prime. Donc, en cela, la prime A5, certificat PEB, qui s'élève à quelques centaines d'euros, doit être cumulée avec une autre prime qui est demandée dans le cadre d'autres travaux pour pouvoir la toucher effectivement. Ensuite, vous avez la prime B1 pour des échafaudages qui aide justement à avoir un petit peu un retour sur investissement, on va dire, en matière de travaux, mais qui ne peut être demandé qu'en même temps que les primes liées aux travaux de toiture ou de façade. Parce que l'échafaudage, l'idée, c'est que vous allez avoir la prime pour les échafaudages qui ont été placés pour faire des travaux qui sont éligibles aux primes. Et ensuite, il y a une autre règle qui est liée aux primes Rénolution, c'est vraiment que vous n'aurez pas de prime pour tout ce qui est couverture de toiture, étanchéité ou alors bardage et enduit de façade si vous n'avez pas en même temps isolé la surface concernée par cette demande de prime. L'idée, c'est d'éviter de donner de l'argent public de la région pour des travaux qui auraient été faits sans avoir en tête les travaux d'amélioration énergétique qui sont l'isolation. Donc, vous devez avoir isolé en même temps et demander et bénéficier de la prime qui est liée. Et pareil, ce n'est pas parce que cette prime est cochée dans l'attestation d'entrepreneur ou que vous avez joint les documents que ça va être d'office analysé par l'administration. Il faut vraiment, quand vous êtes devant votre formulaire en ligne, cocher que cette prime est expressément demandée. À l'inverse, il y a des primes qui ne sont pas cumulables. C'est le cas donc de la prime pour les radiateurs basse température et la prime régulation thermique. Donc, même si vous avez fait des travaux qui rentrent dans l'une et l'autre, il faut choisir laquelle vous comptez demander. Pour ce qui est aussi embellissement de façade ou bardage et enduit, même si le fait d'avoir placé un nouvel enduit sur votre façade la rend en effet plus jolie, c'est vraiment des primes qui ne sont pas cumulables. Soit on parle d'un embellissement de façade parce que l'entièreté de la façade concernée a été nettoyée, soit c'est un bardage ou un enduit sur isolant. Alors,
Vous voyez ici qu'en fait, vous pouvez effectivement, pour une demande, faire plusieurs primes au sein d'un dossier. La seule condition, c'est d'avoir effectivement des factures de solde qui correspondent aux primes demandées. Vous avez donc deux choix. Vous pouvez donc demander plusieurs primes via une demande. Potentiellement, ça vous donne accès au bonus plusieurs travaux pour les primes effectivement dont le petit label Z10 se trouve sur notre super synthèse. Vous veillez seulement bien à ne pas dépasser le délai de la première facture de solde émise par le premier entrepreneur qui a terminé son chantier. Dans notre exemple ici, donc vous voyez, nous avons trois entreprises qui ont des factures de solde à des dates différentes. Si vous souhaitez faire un dossier avec ces trois travaux, d'accord, vous devez tenir à l'œil donc ce délai du 31 décembre 2024 pour faire la demande cumulée de l'entreprise A, B et C. Maintenant, si pour des raisons de trésorerie, etc., vous souhaitez faire d'abord une première demande de prime uniquement pour l'entreprise A parce que c'était des travaux de toiture et que vous avez besoin, vous espérez en tout cas très fortement recevoir un retour d'argent pour entamer les travaux et terminer de payer votre entreprise qui a placé votre nouvelle citerne d'eau de pluie, eh bien vous pouvez effectivement introduire des réceptions de la facture de solde de la première entreprise, votre demande de prime et espérer effectivement avoir reçu l'incitant au moment où vous devrez vous acquitter de la troisième demande. Maintenant, évidemment, donc c'est ce qu'on vous dit, une demande, un dossier, un chantier clôturé. Si vous n'avez pas de facture de solde et que l'entièreté des travaux n'a pas été payée, malheureusement, vous ne pouvez pas faire votre demande de prime. Louise, on ne t'entend pas. Merci, j'avais oublié. Donc ici, on va s'intéresser aux documents parce qu'en effet, c'est des démarches administratives. Il faut préparer pas mal de documents pour justifier en fait la demande de prime et que l'administration puisse débourser de l'argent sur base de concret. Alors, vous avez sûrement déjà vu passer, si pas, c'est l'occasion de vous les présenter, les attestations Rénolution. Ce sont des documents à faire remplir par les entreprises pour venir attester de la réalité des travaux qui ont été exécutés chez vous. La règle, c'est vraiment chaque professionnel qui intervient sur votre chantier et qui a fait des travaux pour lesquels vous demandez une prime doit remplir et vous transmettre une attestation générale. Et l'autre règle, c'est que pour chaque poste pour lequel vous demandez une prime, il y a une attestation technique dans laquelle il faut reprendre les coûts hors TVA des différents postes qui sont listés à chaque fois dans l'attestation. Alors, c'est normal, il y a certaines primes pour lesquelles il n'y a pas d'attestation technique. Ça va être le cas des primes du groupe A parce que c'est des primes liées à des prestations. Et donc, dans ce cas-là, il faut une attestation générale et simplement une copie de la convention avec le prestataire, donc avec l'architecte ou l'ingénieur stabilité. Puis, il y a les deux petites primes I2 pour remplacement vélo, G3 pour réparation de porte où simplement la facture détaillée et l'attestation générale suffiront. Et pour l'électricité, il n'y a pas d'attestation technique, mais il faut bien joindre un rapport de contrôle conforme évidemment de l'ensemble de l'installation. Ces documents sont disponibles au format PDF et sont téléchargeables directement en français ou en néerlandais sur le site renolution.brussels et ils sont aussi accessibles dans notre liste des documents que je vous présenterai après, qui reprend vraiment la liste de toutes les attestations et qui est cliquable. Après avoir fourni donc vos attestations, vous devez bien sûr fournir des factures de solde, d'accord, qui seront très précise. Donc, vous devez évidemment avoir au minimum les informations qui sont listées ici sur le slide, donc l'adresse du chantier, le nom du maître de l'ouvrage, la date et les références, le numéro de TVA évidemment de votre entreprise, le descriptif et les détails. Si effectivement, ce qui est souvent le cas, votre facture de solde comporte en un message plus que lacunaire qui dit facture clôturant le chantier à telle adresse, vous devrez donc joindre un devis détaillé, un maîtrise ou un état d'avancement, effectivement, dans lequel l'administration pourra trouver donc une concordance des montants qui se retrouvent dans dans les attestations volets techniques et ce qui a effectivement été facturé ou en tout cas prévu par l'entrepreneur comme coût pour ses travaux. Et donc, évitez bien d'avoir des demandeurs différents dans les destinataires. Si c'est monsieur qui envoie sa demande, il faut que monsieur soit présent sur toutes les factures et pas une fois monsieur et une fois madame. Alors, un autre point qui est important à souligner ici, parce que pareil, on a pas mal de questions à ce sujet,
Donc, je vous parlais des administrations, on parle des administrations au pluriel depuis tout à l'heure parce qu'en réalité, concrètement, selon les primes que vous demandez, votre dossier va aller soit chez Bruxelles Environnement, soit chez Urban. Simplement, dès qu'une prime identifiée avec un astérisque dans notre synthèse que je vous montrerai tout à l'heure est demandée, votre dossier va chez Urban. C'est une règle de répartition. Urban demande des documents qui ne sont pas demandés par Bruxelles Environnement, à savoir un titre de propriété. Alors attention, dans le formulaire en ligne sur Irisbox, à l'espace titre de propriété, pour l'instant, on parle d'acte de vente, mais c'est bien le titre de propriété qui est demandé. Ça peut être un acte de vente, mais seulement s'il a moins de 6 mois. Ça peut être le titre de propriété qui est un document officiel émis sur demande par le SPF Finance. Mais la petite astuce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est que vous pouvez aussi, en lieu et place de ce titre de propriété, joindre un extrait de matrice cadastrale de moins de 6 mois. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce document-là peut être téléchargé gratuitement sur MyMinFin, qu'il vous est aussi demandé de toute façon à un autre endroit dans le formulaire par Urban. Donc, au lieu de faire les démarches pour obtenir deux documents différents, dont l'un qui est payant, vous pouvez demander, télécharger gratuitement cet extrait de matrice cadastrale de moins de 6 mois et le placer aux deux endroits, donc comme titre de propriété et comme extrait de matrice cadastrale. On veut aussi vous montrer des exemples parce qu'on a beaucoup d'incomplets qui reviennent à cause de la preuve de paiement. Donc, c'est très important. Ce qui est demandé, c'est vraiment un extrait de compte bancaire, donc pas des documents similaires à ce qui est présenté ici en contre-exemple, pas une preuve de virement, pas un screenshot si c'est possible encore dans certaines applications bancaires. Il est possible aussi de fournir une facture simplement entre guillemets acquittée, mais ça ne va être accepté que dans le cas où le total des coûts facturés est inférieur à 3 000 euros. Ça ne va pas marcher si vous avez reçu plusieurs factures pour des montants inférieurs à 3 000 euros. Il faut vraiment que la somme totale facturée ne le dépasse pas. Ici, par contre, on vous a mis des exemples concrets. Donc, ce qui est vraiment recherché par l'administration, c'est un document officiel avec un numéro d'opération, une date d'opération, le numéro de compte du destinataire, de l'expéditeur, une preuve que le compte a bien été débité. Donc, on insiste vraiment là-dessus. Ça peut vous éviter un incomplet. L'incomplet, ce n'est pas la mort, mais ça rallonge juste le délai de traitement et donc le délai avant de retoucher éventuellement l'argent. Alors, autre point, la justification des revenus. Vous avez vu qu'il y avait trois catégories de revenus. Si vous décidez de ne fournir aucune preuve de vos revenus ou quoi que ce soit aux administrations parce que vous estimez que ça ne les regarde pas, vous pouvez faire ce choix. Vous serez donc en catégorie 1, qui est la catégorie avec les financements les moins favorables. Maintenant, si tel n'est pas le cas, c'est l'administration qui, sous réserve des deux documents que vous devrez fournir, va calculer si vous êtes dans la catégorie 2 ou 3, mais vous pouvez le faire. Les montants sont disponibles sur le site renolution.brussels. Vous devrez donc fournir une composition de ménage qui date de moins de 3 mois. Pour les Bruxellois, pas de stress, vous ne devez pas courir dans votre commune. Vous pouvez la générer automatiquement lorsque vous faites votre demande de prime. Et vous devrez aussi fournir l'avertissement extrait de rôle de toutes les personnes majeures qui apparaissent sur cette composition de ménage. Et ce, même si monsieur ou madame majeur qui apparaît sur votre composition de ménage ne partage aucun lien affectif personnel, n'a pas payé les travaux, peu importe. S'il apparaît sur cette composition de ménage, vous devez fournir son avertissement extrait de rôle, sans quoi vous aurez effectivement un incomplet. Alors, on arrive vers la fin. Donc, avant d'envoyer votre demande de prime, c'est vraiment un moment important. Il y a un espace qui est prévu dans le formulaire en ligne qui s'appelle récapitulatif. C'est vraiment le moment de vérifier les informations que vous avez renseignées comme profil de demandeur par rapport à votre bien. Vous pouvez aussi voir les documents que vous avez joints. Il y a la possibilité de sauvegarder votre demande pour pouvoir y revenir plus tard à tête reposée, éventuellement en vous reconnectant sur Irisbox. Elle n'est pas perdue. Vous avez aussi la possibilité qui est assez intéressante de partager votre demande en édition ou en consultation. Pour ça, il y a un petit bouton partager et il faut mettre une adresse mail et le numéro de registre national de la personne de confiance avec qui vous voulez partager votre demande. Ça peut être intéressant aussi pour les gens qui sont moins à l'aise avec l'informatique, qui vont partager ça à un proche de confiance qui pourra alors prendre la main aussi sur cet aspect très numérique de la demande. Important aussi à faire, c'est de vérifier le statut de la demande. On constate des personnes pensent avoir envoyé leur demande alors qu'elle n'est que sauvegardée. Il faut vraiment aller au bout du processus, avoir appuyé sur envoyer et n'hésitez pas à retourner dans votre espace sur Irisbox, dans mes demandes et vous voyez là le statut. Si vous voyez sauvegarder comme sur le slide,
Ça veut dire que c'est bien, votre demande est sauvegardée, mais il ne faut pas vous attendre à une réponse parce qu'elle n'a pas encore été envoyée. C'est vraiment le statut transmis qui indique que votre demande a été envoyée à l'administration et puis qu'elle pourra être prise en traitement. À droite, c'est un exemple du récapitulatif que vous pouvez en effet enregistrer au format PDF. C'est aussi une façon, vous pouvez l'imprimer si vous aimez quand même toujours avoir du papier, des choses au format papier. Vous pouvez aussi le sauvegarder pour pas toujours avoir à vous reconnecter sur Irisbox pour vérifier ce qui a été fait. Et une fois que la demande est donc transmise, vous ne pouvez plus y ajouter quoi que ce soit. Vous devez laisser donc les administrations compétentes travailler pendant 90 jours au maximum pour obtenir une décision. Cette décision sera soit l'octroi, la décision d'incomplet ou le refus. Vous recevrez un mail vous notifiant du statut qui a été modifié de votre demande. Et donc, vous verrez effectivement dans le corps du mail, enfin dans le titre du mail, le statut de votre demande, mais vous n'aurez pas le contenu. D'accord? Vous n'aurez pas les documents que l'administration estime manquants, d'accord? Ou en tout cas la raison du refus. Vous avez vraiment l'obligation de vous connecter sur Irisbox, à nouveau au moyen de votre carte d'identité ou de votre compte It's Me, pour pouvoir accéder dans l'onglet Communication et voir ce qui vous est demandé. Vous avez encore un délai de 90 jours pour apporter un complément. Si vous ne profitez pas de ces 90 jours pour apporter votre complément, la demande sera tout simplement rejetée. Alors, une fois que cette demande est refusée, vous avez toujours l'occasion de la réintroduire si vous êtes dans les délais des 12 mois de la facture de solde, mais ça devient parfois un peu limite et souvent, même trop souvent, des gens passent au-delà de ça parce qu'ils n'ont pas été vérifier le courrier de l'administration. C'est quand même dommage. Une fois que vous avez apporté ces compléments, à nouveau, si vous avez oublié une virgule dans un document que vous vouliez rejoindre, vous n'avez plus possibilité d'éditer cette demande de complément. Vous devez attendre le nouvel incomplet pour remettre cet autre document. Enfin, quand vous avez le Graal, la décision d'octroi, les administrations ont donc 2 mois pour vous verser l'argent après la décision de l'octroi, pardon. Et donc, petit tips, ne changez pas de numéro de compte, ça peut complexifier les choses. Voilà, donc on a donné beaucoup d'informations, on imagine, mais s'il y a aussi quelque chose d'important à retenir, c'est qu'on a développé des outils. Le principal, c'est vraiment notre synthèse des primes qui est disponible en français et en néerlandais, comme tous les outils qu'on développe, sur notre site. Elle reprend vraiment l'ensemble des incitants financiers de la région de Bruxelles-Capitale. Nous, ici, on s'est vraiment concentré sur les primes Rénolution. Vous avez vraiment le récapitulatif des primes qui sont disponibles pour tout ce qui est facture de demande basée sur une facture de 2024, avec possibilité d'identifier directement ce qui vous est accessible ou non en fonction de votre statut, des informations sur les catégories de revenus, sur les bonus. Donc, c'est vraiment un outil qu'on vous invite à consulter. Elle est disponible en PDF sur notre site et on a aussi au format papier chez nous. Ça va bientôt arriver en français. Tout a été écoulé récemment. On a aussi fait une fiche info avec la liste des documents utiles. Ça, c'est vraiment intéressant à avoir assez tôt dans votre processus. Comme ça, vous savez déjà les documents que vous devez préparer. Vous pouvez préparer ça à votre aise et c'est pas en étant directement sur Irisbox, sur le formulaire, que vous découvrez des documents qui vous seront demandés. C'est aussi quelque chose sur lequel on peut vous aider si vous faites appel à nous. Nous, on peut déjà personnaliser cette liste. Est-ce que tous les documents ne sont pas requis pour tout le monde et pour toutes les primes? Mais c'est toujours bien expliqué. C'est pour ça que c'est un document de plusieurs pages. Mais en le lisant attentivement, on sait trouver vraiment ce qui concerne un cas particulier. On a aussi un tutoriel sur la procédure d'introduction de la demande de prime parce qu'on sait que c'est pas forcément évident, surtout que ça se fait en ligne. Donc ce tutoriel reprend avec des captures d'écran, pas à pas, comment faire pour se connecter sur Irisbox et puis où aller pour introduire sa demande de prime, les différentes pages qui s'ouvrent, là où il faut ajouter les documents. On a procédé un peu de la même façon pour l'ajout d'un complément parce que ça arrive très souvent. Ça ne veut pas dire que vous avez mal fait, mais ça arrive très souvent qu'il y ait question d'ajouter un complément à sa demande de prime. Ce n'est pas dramatique. C'est juste, voilà, il y a une façon d'arriver à le faire de façon plus sereine. Des super fiches qui ont été faites aussi par nos collègues en copropriété pour les demandes de primes en copropriété, avec des textes types à adapter au PV d'Assemblée générale, par exemple, et un tutoriel sur comment demander un extrait de matrice cadastrale sur MyMinFin, parce que pareil, ça se fait en ligne, et vu que ça permet d'avoir un document gratuitement et qui peut jouer un double rôle, on trouvait ça intéressant de vous proposer cet outil. Elles sont toutes listées sur notre site, donc homegrade.brussels. Si vous allez dans l'espace aide financière, en bas de page, il y a vraiment un petit encart avec l'accès à tous ces documents. Il y a aussi le lien donc, général qui est repris ici, qu'on essaiera de vous envoyer avec le lien du webinaire. Maintenant, s'il y a besoin, malgré tout ça, d'un coup de main,
Je laisse Laurence expliquer où nous trouver. Comme l'avait déjà dit Charles en début de présentation, évidemment, nous sommes disponibles et disposés à répondre à toutes vos questions et à vous accompagner si vous avez une fracture numérique ou besoin d'un accompagnement plus spécifique. Nous avons un point info où nous sommes donc disponibles sans rendez-vous du mardi au vendredi de 10 à 17 heures, sans pause de table, et certains samedis. Nous sommes situés d'une manière centrale entre Botanique et Madou et on a un super parking vélo ou voiture. Vous pouvez aussi nous appeler au 1810 du mardi au vendredi de 10 à 12 heures et puis de 14 à 16 heures pour toute question. Et si vous voulez utiliser le formulaire web, évidemment, nous avons sur notre site un formulaire de contact dans lequel vous pouvez mettre toutes vos questions. On y répondra avec le plus grand des plaisirs. Et si jamais donc notre espace centralisé ne vous convient pas pour X ou Y raison, sachez qu'il y a aussi des associations du réseau Habitat qui substantiellement font le même travail que nous et qui peuvent aussi vous aider en matière de primes, qui sont actives dans différentes communes de Bruxelles. C'est vraiment lié au quartier, donc vous pouvez vérifier sur leur site réseauhabitat.be s'il n'y a pas une association qui est active près de chez vous et qui peut vous apporter aussi ce genre de service. On travaille vraiment en collaboration, il n'y a pas... l'idée, c'est de vous apporter le meilleur service de la meilleure des façons. Voilà. Merci beaucoup. À toi, Charles. Merci Laurence, merci Louise. Je suis sûr que votre présentation a permis de démystifier la procédure de demande de prime. En tout cas, j'espère. Je propose que nous passions maintenant à la session des questions-réponses. Il nous reste un petit peu moins de 20 minutes et il y a encore bientôt une trentaine de questions à aborder. Alors, je vais commencer par les premières questions qui sont arrivées. Je suis copropriétaire. Les primes peuvent-elles être scindées en deux lorsque, comme dans le cas de notre copropriété, les travaux se font en deux parties, avant et arrière, sur une durée estimée à 3 ans en jours ouvrables? Louise ou Laurence? Oui, je veux bien Vas-y. répondre. Ouais, mon micro est activé, hein. Oui. Oui. Alors, oui, l'idée, c'est vraiment, il faudra certainement scinder les demandes de primes en deux, une pour les travaux qui sont faits sur la façade avant, si j'ai bien compris, une pour les travaux sur la façade arrière. Mais dans ce cas, il faut vraiment bien avoir une facture de sol, donc qui vient clôturer le premier chantier pour introduire une demande pour ces primes-là, et ensuite faire la demande quand les autres travaux sont faits et clôturés. Ça peut être aussi, imaginons que ce soit une isolation de façade pour les deux façades en question, vous pouvez redemander la prime. Il faut juste alors bien spécifier la façade concernée par les travaux. Et dans votre cas, vu que c'est sur l'enveloppe du bâtiment, la demande doit être introduite au nom de la copropriété sur base de factures adressées à la copropriété via syndic. Parfait, merci. Alors là, c'est une question qui vient d'une administration communale. C'est vrai que les citoyens demandent souvent de confirmer que des travaux ne sont pas soumis à PU pour obtenir des primes. Est-ce que les communes doivent fournir un document spécifique pour dire qu'il n'y a pas besoin de permis d'urbanisme? Non, il n'y a pas de document, il y a pas de document spécifique à fournir. Simplement, ça veut dire qu'il faut fournir l'information parce que le demandeur va engager sa responsabilité en cochant dans le formulaire si oui ou non un permis était requis pour ses travaux. Je dirais même que de temps en temps, on conseille aux ménages de demander un mail, une trace écrite de la commune Oui, oui. et pas seulement un coup de téléphone. Oui, ça Voilà. c'est dans le meilleur des cas. Ben oui, c'est ce qu'on encourage, mais on sait que c'est pas toujours. Alors, une Pas autre toujours le cas. question. Est-ce possible d'obtenir des primes lorsque les factures sont adressées à une société dont le siège est à l'adresse du domicile, notamment quand il s'agit d'indépendants? Ça fait Laurence, tu voulais dire Question ou j'y vais? épineuse. Non, Oui. mais voilà. Ben déjà, vu que nous, on travaille beaucoup plus au niveau particulier, c'est des cas qu'on traite moins. C'est possible d'obtenir des primes parce que les primes ne sont pas inaccessibles aux sociétés, mais dans ce cas-là, c'est une prime à demander en tant que professionnel. Et dans ce cas-là, on est d'office en catégorie 1 de revenus. Et la prime est à demander au nom de la société, donc en se connectant en personne morale sur Irisbox. Donc c'est tout un monde et un domaine dans lequel on est moins plongé. Mais donc c'est possible. Toutes les primes ne seront pas accessibles, mais ça, vous pouvez le vérifier aussi sur le site Rénolution avec les filtres qui existent sur la gauche de l'écran. Quand vous êtes devant toute la liste des primes, vous pouvez vraiment spécifier déjà votre profil et comme ça, vous voyez quelles primes sont accessibles ou pas à votre société. Parfait, merci. Louise, nous avons une autre question pour une ACP qui a perçu en 2017 des primes pour la toiture. Est-ce que ces primes influenceront les primes relatives à la façade et aux terrasses? Euh, Non,
Parce qu'avec Rénolution depuis 2022, les règles de plafond qu'on a déjà abordées ici, c'est vraiment en fonction du régime Rénolution. Donc c'est un peu comme s'il y avait eu une remise à zéro des compteurs en 2022 par rapport à tout ça. C'est une très bonne nouvelle, merci. Alors, situation concrète, rénovation de toiture qui finit en 2023, dernière facture par l'entrepreneur 1 en janvier 2023. Rénovation du bien qui finit en août 2024, dernière facture par un autre entrepreneur, je dirais entrepreneur 2. Déménagement, domicile, enregistrement de la commune en septembre 2024. Quoi faire pour éviter la part de prime pour la toiture? Alors, Mais c'est... C'est trop il n'y a tard. rien à faire. Ouais. Là, malheureusement, c'est trop tard. Il aurait fallu qu'elle introduise la demande en fonction de la date de facture du du premier premier entrepreneur. entrepreneur. Voilà, si ça avait été le 15 janvier 2023, elle avait jusqu'au 14 janvier 2024. Là, malheureusement, rien n'est à faire. Voilà, je suis désolé. Alors, propriétaire unique, maison avec deux appartements ou propriétaire occupant pour prime réno. Faut-il faire une seule demande, propriétaire occupant, ou deux demandes pour ces différents aspects? Alors, prime énergie et prime rénovation n'existent plus, hein, c'est tout maintenant les primes rénolution. Ouais. Dans le cas d'un propriétaire unique avec deux appartements, En gros, ça va dépendre des travaux et des primes. Pour les travaux qui se portent sur les appartements, il faut faire une demande par appartement. Pour les travaux sur l'enveloppe, il faut faire une demande pour l'ensemble du bâtiment pour les primes liées à l'énergie et une demande liée à l'appartement occupé pour avoir une quote-part de ces primes-là. Donc, c'est un peu spécifique. C'est un cas concret. Je propose à cette personne aussi, elle peut nous contacter et comme ça, selon sa situation concrète, les travaux réels, on peut lui donner une information beaucoup plus spécifique. super service. Alors, préciser le terme privatif dans le cadre des fenêtres d'une copro, il semblerait que là, dans l'acte de base, les fenêtres soient considérées comme communes. Dans ce cas, la demande de prime est à faire par la copropriété ou en privatif? Mais par la copropriété, si effectivement elles sont mises comme affaires communes dans l'acte de base. Donc oui, ils vont Ok, se référer à l'acte de base. très clair. Donc, une copie de l'acte de base dans la demande de prime. Oui, oui, dans tous Oui. les cas. Parfait. Alors, question purement technique. Dans le cadre des primes E4 accessoires de toiture, fenêtre de toiture, si j'ajoute un Velux à la toiture existante, est-ce qu'on a le droit aux primes? Oui, Oui, Super. en tant que Home si possède propriétaire propriétaire occupant. occupant. Ah ben voilà. Oui, Voilà, c'est la prime E4 pour les propriétaires occupants ou pour les copropriétés. Oui, oui. exact. Voilà, mais pas pour un propriétaire bailleur, effectivement. HomeGrade accompagne les demandeurs depuis le début de la recherche des entrepreneurs et les demandes de devis. Alors là, je vais un petit peu Oui. rappeler je vous en prie, rappeler le service d'HomeGrade. Donc en fait, on peut effectivement vous accompagner et analyser des devis, voir dans quelle mesure ils vont être techniquement bons et en tout cas créés pour les primes et pour les demandes de primes pour que ce soit éligible et accessible. Maintenant, on ne va jamais vous dire vous devez travailler avec tel ou tel entrepreneur. Il existe effectivement un répertoire des métiers pour des artisans bien spécifiques, mais ça, c'est encore complètement différent. Donc sur des bases tangibles, on peut fournir un avis sur des devis, mais jamais nous allons vous dire travailler avec tel entrepreneur ou ne travaillez pas avec tel autre entrepreneur. Et, Oui, et tout au long du processus, on ne fait pas de suivi de non, travaux, on ne fait pas de etc. non suivi de plus, hein. travaux du tout. On n'est pas. Et on ne propose pas On- de système de tiers payant. non. Voilà. Donc voilà. Alors, permis d'urbanisme pour le remplacement de châssis bois vers PVC, façade avant, rénovation de la porte d'entrée et rénovation de la porte d'entrée en bois. Alors, il semblerait que la dernière facture février 2023 pour les châssis et mars 2024 pour la porte d'entrée. Peut-on demander G1 et G3? Non. Uniquement Euh, G3, du coup. Uniquement G3, oui. Alors, sauf si c'est le même entrepreneur et que c'est qu'une facture d'avancement et pas une facture de clôture. Mais non, Oui. parce que enfin, son permis d'urbanisme pour le remplacement des châssis enfin, de bois à PVC. Donc, même si c'est un travail qui, enfin, c'est des travaux qui sont réguliers au niveau d'urbanisme, dans l'attestation volet technique, il va falloir être Oui, mis. Et donc, comme le PVC, enfin, le changement de matériau n'est pas éligible, sauf si c'est vers le bois. Donc là, pour le coup, dans tous les cas, elle n'aura pas de prime pour son changement de châssis. parfait. Merci, désolé. Et merci de m'avoir corrigé. Alors, en cas de conflit avec un entrepreneur, est-il possible d'obtenir des primes sans avoir les attestations? Alors, ouais, ça c'est un cas malheureusement qu'on rencontre assez souvent. En cas de conflit avec l'entrepreneur, nous, Omred, on peut rien garantir. En fait, les administrations vont vraiment faire une analyse au cas par cas, ce qui est
tentable, si ce mot existe, c'est d'introduire une demande de prime avec les attestations complétées au maximum. Par exemple, si vous avez eu un architecte ou une architecte qui a suivi le dossier, cette personne peut vous aider à remplir les éléments techniques. Malheureusement, la règle, c'est vraiment l'administration. S'il n'y a pas d'attestation, il n'y a pas de prime. Maintenant, si vous pouvez joindre les attestations remplies au maximum et une preuve de litige, donc on parle quand même d'une décision de justice, l'administration alors va analyser, mais c'est vraiment du cas par cas, votre situation, et si elle a les éléments qu'elle recherche, elle pourrait envisager d'octroyer la prime. Mais malheureusement, c'est vraiment des choses assez délicates et on conseille vraiment juste de faire un maximum pour que l'entrepreneur comprenne les enjeux et soit de bonne foi. Merci. Encore une question sur la notion de domiciliation. Donc, quelqu'un qui n'est pas encore dans le bien, qui veut faire une demande de prime, mais qui n'a pas encore déménagé. Comment est-ce qu'il peut le faire? Puisqu'il semblerait qu'ils ne peuvent pas diviser la demande quand on n'habite pas encore dans le bien. Alors, tout dépend le type de prime. Si effectivement ce sont des primes qui ne sont pas avec l'astérix dans notre synthèse, il est tout à fait possible d'envoyer cette première demande de prime. Typiquement pour les toitures, c'est le cas, sauf pour les accessoires ou la structure. Mais donc, la personne qui ne serait pas encore domiciliée et qui a besoin effectivement de faire son premier dossier de prime pour sa nouvelle couverture et sa nouvelle isolation de toiture peut déjà la faire, même s'il n'est pas encore propriétaire occupant le bien. En revanche, effectivement, pour ces nouveaux sanitaires, il ne peut pas le faire tant qu'il n'est pas domicilié dans son bien. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut diviser les factures, enfin, diviser les demandes de primes. Alors, une autre question. L'entrepreneur est-il tenu de remplir les différentes attestations qui lui sont destinées, volet technique? Ça dépend. En fait, il y sera tenu si vous incluez explicitement ce point-là dans le devis que vous signez, qui sera un peu votre contrat avec l'entrepreneur. C'est des choses qui ont tendance à se faire de plus en plus. Mais donc, en même temps, quand vous incluez ça dans le devis, il se peut aussi que l'entrepreneur fixe un prix. Donc, on a déjà vu des devis avec démarches administratives, le fait de remplir les attestations de rénovation, c'est un forfait de 200 euros. Donc, ça, c'est un peu à vous de voir comment vous négociez avec l'entrepreneur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est pas noté dans le devis, ils le font volontiers. Il y en a même qui peuvent avoir du mal, mais qui essaient, qui se renseignent. Par exemple, EcoBuild, c'est EcoBuild ou MBuild, ça, Charles, tu seras peut-être me dire, qui essaie de mettre en place un système pour aider les entrepreneurs avec toutes ces démarches. Mais donc, de manière générale, ce n'est pas non une obligation de l'entrepreneur, ça ne le sera que si c'est inclus dans votre contrat d'entreprise. Oui. Alors, il nous reste un peu plus de 5 minutes, mais on a encore beaucoup de questions, donc je vais passer aux questions qui sont un peu plus généralistes. Les questions qui sont très spécifiques, je vous invite à les renvoyer via notre site internet, l'onglet Contact, renvoyer la question pour qu'on puisse vous répondre, surtout quand vous êtes spectateur anonyme, c'est plus difficile de vous répondre. Alors, quid dans le cas d'une garde partagée pour la composition de ménage? Mais enfin, vas-y, Bah si tu ça, veux. c'est compliqué aussi, mais de toute façon, oui, en fait, ils vont regarder, ça dépend de la composition de ménage. Et donc, si l'enfant n'apparaît pas sur la composition de ménage, on prendra en compte que les gens qui figurent sur la composition de ménage. J'essaie de voir quand ça a un impact. Dans tous les cas, ça ne Euh, sera jamais des personnes majeures. C'est pour la question de voir si oui ou oui. non ils ont la majoration des 15 000 euros parce qu'ils ne seront pas considérés comme isolés. Donc voilà, mais je ne saisis pas très bien où ça pourrait poser souci en fait. Oui, c'est ça. La majoration de 15 000 euros dont parle Laurence, c'est vraiment par rapport aux catégories de revenus. Dès qu'il y a plusieurs personnes sur la composition de ménage, les barèmes qui sont fixés sont augmentés de 15 000 euros. Et on prend aussi en compte les revenus de toutes les personnes majeures. Mais si c'est un enfant, soit il apparaît pas et donc il n'y a que vos revenus, donc il y a moins besoin, il y a pas besoin de cette majoration de 15 000. Et puis s'il apparaît, tant mieux dans le sens où il y a une majoration de 15 000, même si l'enfant n'a pas de revenus et que ce n'est pas pris en compte. Alors, est-ce que les primes petit patrimoine sont cumulables avec les primes Rénolution? Oui. Maintenant, vous n'aurez jamais plus de 100% des coûts éligibles aux primes. Et quand vous faites la demande de prime Rénolution, vu que cette demande-ci se fait après travaux, contrairement à la prime petit patrimoine qui se fait avant travaux, il faut bien spécifier, nous on est vraiment adeptes de la transparence, que vous avez déjà reçu pour le même poste, pour les mêmes travaux, la prime petit patrimoine. Moi, quand j'ai déjà fait ça avec quelqu'un que j'accompagnais, on a joint la décision. Comme ça, c'est la totale transparence. L'administration sait ce qui s'est passé et c'est limité, le cas échéant, le montant de la prime Rénolution pour ne pas dépasser ce plafond des 100%, évidemment, des coûts éligibles.
Parfait. Alors, une petite question, une nuance, parce qu'il y a un ménage qui se pose la question des travaux qui ont commencé en avril 2023. Les travaux se terminent en juillet 2024. Comment faire si on déménage après juillet 2024 et qu'on est à plus de un an de la première date de facture? Mais est-ce que c'est une facture de solde? Voilà, il y a bien une différence entre la facture de clôture et un chantier peut durer plus d'un an, on peut avoir un avancement, des Oui, pas de factures souci. d'avancement qui ont plus d'un an, c'est pas un problème. Donc c'est vraiment la date de la facture de clôture de fin de chantier qui est la date qui détermine le régime de prime et qui vous donne droit Et à le ce délai délai, oui. de 12 mois pour introduire la demande. Euh, quelqu'un qui demande si on va répondre aux questions en néerlandais. Si vous les envoyez par écrit, vous inquiétez pas, vous aurez des réponses. Mais il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour les travaux connexes dans Alors, alors voilà une question. Est-ce que mon entrepreneur doit aussi introduire un formulaire sur le site Rénolution? Lui-même? Bah oui, bien sûr que Ah non. oui, non, 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 c'est vraiment au demandeur d'introduire tous les documents qui auront été remplis par les entrepreneurs, mais c'est vraiment au demandeur de faire toute la démarche d'introduction de sa demande. Alors, une question sur les sanitaires. Faut-il la facture de l'ouvrier et la facture du magasin pour l'achat de sanitaires, ou les deux? Ah, les fameux sanitaires. Alors, la règle de base pour les sanitaires, c'est d'avoir une facture de l'entrepreneur pour la fourniture et l'installation des appareils sanitaires en question et de leurs accessoires. Si maintenant vous avez acheté vous-même les appareils sanitaires, alors oui, il faut joindre la facture d'achat, mais il faut avoir en tête que le montant de la prime va être adapté et on va considérer que les coûts éligibles sont uniquement ceux qui ont été facturés par l'entrepreneur qui a fait le placement. Donc, concrètement, l'administration va limiter le montant de la prime à 90% de ces coûts-là hors TVA et ne va pas prendre en compte les coûts de votre achat. Mais ça n'empêche qu'il faudra joindre la facture aussi d'achat pour prouver que c'est des sanitaires neufs. Merci. Alors, une question sur la nuance. En fonction du budget disponible, cela veut dire que Mhm. s'il n'y a plus de budget disponible en 2024, est-ce qu'on reçoit les primes qui sont octroyées sur le budget 2025? Ça va dépendre de la stratégie de l'administration. En gros, on a eu le cas l'année dernière. Il y a Urban, ben je le dis parce que ça a été dans la presse, qui n'a plus de budget à un certain moment donné. Ils ont eu, cas exceptionnel, une rallonge du budget de 2023 et ils ont pu écouler et donc bien verser les primes. S'il faut faire attention, c'est vraiment introduisez quand même votre demande de prime, même si vous entendez dire que peut-être il n'y a plus de budget. Ça, c'est la première chose. Si on ne demande pas, on ne reçoit d'office pas. Et ensuite, simplement, l'administration, en effet, la logique qu'elle a appliquée pour l'instant, c'est attendre qu'il y ait à nouveau du budget et bien verser les primes dans l'ordre d'arrivée des demandes. Mais maintenant, c'est ce qui s'est passé en 2023. On ne sait pas si c'est comme ça que ça se passerait si le cas se reproduisait en 2024. Mais donc, il y a un budget qui est prévu pour l'année et normalement, il est pour l'année. Et donc, quand vous faites une demande qui est liée au régime 2024, c'est pour être pris sur le budget de 2024. Donc ça, c'est vraiment à guetter. Et dans tous les cas, la meilleure des choses à faire du côté du demandeur, c'est de demander la prime et de faire preuve de patience. Parfait. Alors, plus que deux questions, une question à laquelle je vais répondre. Alors, les coordonnées de l'organisme qui aide les entrepreneurs à remplir le volet technique, c'est EM Build. Donc, c'est vraiment anciennement la Confédération de la construction. Contactez-les, ils peuvent vous aider à remplir les attestations techniques. Une dernière question, si on souhaite l'aide de HomeGrade pour l'introduction de la demande de prime, peut-on vous appeler tout simplement? Vous pouvez nous appeler, mais le mieux, c'est le genre de service qu'on fait ben, justement quand on voit que c'est vraiment nécessaire et on le fait sur rendez-vous parce que tout le monde ne connaît pas par cœur la plateforme. Donc, si vous êtes devant votre ordi en train de faire la demande et que vous nous appelez à ce moment-là, le plus simple pour vous, c'est quand même de faire une demande et qu'on fasse ça sur rendez-vous. Comme ça, on est sûr que c'est une personne qui est habituée qui vous appelle à un moment opportun. Donc, vous pouvez appeler dans le sens où vous pouvez nous demander un coup de main et créer un rendez-vous, mais on ne saura pas passer une heure tout de suite pendant nos permanences téléphoniques. C'est là la nuance, quoi. Parfait, merci beaucoup. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci encore Laurence, merci Louise pour toutes vos explications. Bedankt Joris voor de vertaling et merci Florence pour le support technique. Sans vous deux, nous ne pourrions pas proposer ces webinaires. Merci à vous tous d'y avoir assisté. N'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines présentations. Pour les questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre site, via notre site dans l'onglet Contact. Une excellente après-midi à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.